Ils ont profité de mon âge. Pas d'une faiblesse. Pas d'un oubli. De mon âge, simplement. Comme si ce chiffre suffisait à me retirer le droit de décider. Tout a commencé un matin banal, dans ma cuisine. La cafetière venait de s'arrêter, laissant ce silence familier que j'aimais tant. La lumière entrait doucement par la fenêtre, éclairant la table en bois, où j'avais passé une grande partie de ma vie à nourrir les autres. Ce matin-là, pourtant, cette table n'était plus un lieu de partage. Elle était devenue un bureau improvisé. Mon fils était assis en face de moi. Il avait ce regard sérieux, qu'il prenait désormais souvent, un regard d'homme convaincu de savoir. À côté de lui, sa femme feuilletait un dossier mince, bien ordonné. Trop ordonné, il y avait quelque chose d'irréversible dans la manière dont ces papiers étaient posés devant moi. Il a commencé à parler doucement, trop doucement. Il a dit qu'à mon âge, tout devenait plus compliqué. Que les démarches administratives étaient lourdes, que les erreurs arrivaient vite, qu'il fallait anticiper. Je l'écoutais, sans l'interrompre, par habitude. Il a ajouté que ce serait plus simple si je le laissais gérer certaines choses. Juste pour m'aider, bien sûr. Il a utilisé des mots rassurants. Protection, organisation, tranquillité. Mais des mots qui n'attaquent jamais frontalement, mais qui déplacent lentement le pouvoir. Quand j'ai demandé de quoi il s'agissait exactement, sa femme a relevé la tête. Elle a souri, un sourire poli, maîtrisé. Elle a dit que ce n'était rien d'important, juste des formalités, des signatures pour faciliter les choses. Pour mon bien. Mon bien. Ce mot a résonné en moi comme une alarme silencieuse. J'ai baissé les yeux vers les documents. Mon nom apparaissait en haut de la première page. Mon adresse, mon numéro de compte, tout ce qui me concernait, sans que je n'aie été consultée auparavant. J'ai senti une tension me traverser, lente mais profonde. J'ai demandé ce qui se passerait si je ne signais pas. Mon fils a soupiré. Pas d'agacement visible, plutôt une fatigue feinte. Il a dit que je me faisais du souci pour rien, que je dramatisais, que je ne me rendais pas compte de mon état. Mon état. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose avait changé. Je n'étais plus une mère qu'on écoute. J'étais devenue une personne qu'on évalue. Une situation à gérer. Il parlait de moi comme si j'étais absente. Comme si j'avais déjà glissé du côté de celle dont on décide la place sans demander l'avis. Et ce glissement se faisait sans brutalité, sans cri, sans violence apparente. Juste avec une certitude tranquille, presque administrative. Je me suis entendu dire que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Sa femme a haussé légèrement les épaules. Un geste minime, mais chargé de condescendance. Elle a dit que je n'avais pas besoin de réfléchir, que c'était évident, que je devais leur faire confiance. Faire confiance. J'avais fait cela toute ma vie. Je n'ai pas signé. Mais je n'ai pas dit non plus. J'ai dit d'accord, on verra. Ils ont échangé un regard. J'ai vu passer sur leur visage une satisfaction discrète. Ils pensaient avoir franchi une étape. Ils pensaient que la discussion était close. Ils sont partis peu après. La porte s'est refermée doucement. Le silence est retombé dans la cuisine, épais, presque lourd. Les papiers étaient toujours là, sur la table. Le café était froid. Je suis restée immobile longtemps. Je regardais ce dossier comme on regarde un objet étranger, dangereux, sans en avoir l'air. Je repassais la scène dans ma tête. Les mots, le silence, les sourires. Ce n'était pas une aide qu'on me proposait. C'était une dépossession progressive. Je me suis levée. J'ai rangé les papiers dans une chemise. Puis j'ai ouvert un tiroir, et j'en ai sorti un carnet. Un carnet ordinaire, sans valeur particulière. Celui que j'utilisais pour noter les courses, les rendez-vous. Je l'ai posé devant moi. J'ai pris un stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai écrit la date. Puis j'ai écrit ce qui venait de se passer. Les phrases exactes. Les mots utilisés. Le ton. Écrire m'a fait du bien. Parce que sur le papier, tout devenait clair. Ce que je vivais n'était pas une impression. Ce n'était pas une sensibilité excessive liée à l'âge. C'était un fait. Ils avaient profité de mon âge pour avancer leurs pions. Ils avaient compté sur mon silence, sur ma lassitude, sur cette idée que les femmes âgées finissent toujours par céder. Ce jour-là, je n'avais encore aucun plan. Je ne pensais ni à la loi, ni au notaire, ni à la justice. Mais une chose était devenue évidente. Si je laissais faire, je disparaîtrais sans bruit. Et cette fois,
Je n'étais pas prête à me taire. Dans ce silence retrouvé, une vigilance nouvelle s'est installée en moi. Calme, lucide, déterminée. Le choc avait eu lieu. Et rien ne serait plus jamais tout à fait comme avant. Avant ce matin, avant les papiers alignés sur la table et les phrases prononcées avec assurance, il y avait eu une vie entière, construite sans bruit. Une vie que personne n'avait eu besoin de diriger pour moi, parce que j'en avais toujours tenu le fil moi-même. Je n'ai jamais été une femme fragile. Je n'ai pas grandi dans l'attente qu'on me protège ou qu'on décide à ma place. Très tôt, j'ai appris à compter, à organiser, à prévoir. Je savais que la stabilité ne venait pas des promesses, mais des gestes répétés, des choix assumés, de cette constance discrète qui finit par créer un socle solide. Quand j'ai rencontré mon mari, nous n'avons pas rêvé grand. Nous avons travaillé. Nous avons bâti une vie simple, exigeante parfois, mais droite. Les factures étaient payées, la maison tenue, les décisions discutées. Je n'ai jamais été reléguée au second plan. J'étais une partenaire, pas une figurante. Quand notre fils est né, j'ai pris ma place de mère sans renoncer à celle de femme. J'ai donné du temps, de l'énergie, de la patience. J'ai renoncé à certaines choses, oui, mais jamais à ma capacité de décider. Je voulais qu'il grandisse en voyant une mère debout, capable, responsable. Je ne voulais pas qu'il me confonde avec une faiblesse. Les années ont passé ainsi, rythmées par le travail, l'éducation, les imprévus. J'ai appris à faire face aux difficultés, sans dramatiser. J'ai appris à réparer plutôt qu'à remplacer, à réfléchir avant d'agir. Et quand mon mari est mort, brusquement, j'ai compris à quel point cette autonomie m'avait sauvée. Je n'ai pas eu le luxe de m'effondrer longtemps. Il y avait un enfant à accompagner, une vie à maintenir. J'ai pris en charge les démarches, les papiers, les décisions lourdes. J'ai acheté l'appartement dans lequel je vivais, encore récemment. Pas par envie de confort, mais par besoin de sécurité. Cet appartement était la preuve concrète que je pouvais tenir seule, sans dépendre de personne. Pendant des années, j'ai tout géré. Mes comptes, ma santé, mes relations. Je ne demandais de l'aide que lorsque c'était nécessaire, et toujours en gardant la main. J'avais confiance en mon jugement, et personne ne le remettait en cause. Mon fils a grandi en me voyant faire. Il m'a vu résoudre des problèmes, prendre des décisions, tenir bon quand c'était difficile. J'étais convaincue qu'il savait qui j'étais, que mon âge, plus tard, ne viendrait pas effacer ce passé. Quand il est devenu adulte, j'ai fait ce que font beaucoup de mères. Je me suis effacée un peu pour lui laisser de l'espace. Pas par faiblesse, mais par respect. Je voulais qu'il vive sa vie sans sentir mon poids. J'ai accepté la distance, les silences, les choix que je ne comprenais pas toujours. Je pensais que c'était cela, aimer sans retenir. Quand il a rencontré celle qui est devenue sa compagne, j'ai voulu bien faire. Elle était organisée, rapide, très sûre d'elle. Elle parlait avec facilité, savait ce qu'elle voulait, décidait vite. Je me suis dit qu'elle lui apportait une énergie nouvelle, différente de la mienne. J'ai accepté de ne plus être consultée sur tout. J'ai cru que c'était normal. Peu à peu, j'ai commencé à confondre discrétion et effacement. Je parlais moins, je proposais moins, je laissais faire. Non parce que je ne savais plus décider, mais parce que je voulais préserver l'harmonie. Je pensais que ma place était désormais en retrait. Je continuais pourtant à vivre pleinement. Je voyais mes amis, je sortais, je gérais mes affaires. Je n'avais pas changé. Mon âge avançait, oui, mais mes capacités étaient intactes. Je me sentais encore solide, présente, attentive. Ce qui a changé, ce n'est pas moi, c'est leur regard. Progressivement, j'ai senti que ce que j'avais été devenait, pour eux, un souvenir, une compétence passée. Comme si tout ce que j'avais construit n'avait plus qu'une valeur historique, mais plus aucune autorité dans le présent. Je croyais encore, à ce moment-là, que ce glissement était involontaire, une maladresse générationnelle, une inquiétude mal formulée. Je me disais que le temps rééquilibrerait les choses. Je ne savais pas encore que ce passé d'autonomie, loin de me protéger, allait être utilisé contre moi, qu'il servirait à dire « Tu as déjà beaucoup fait, maintenant laisse faire », comme si l'expérience devenait soudain un argument pour me retirer ma place. Mais à cette époque, je vivais encore dans une certitude tranquille. On ne retire pas sa liberté à une femme qui a passé sa vie à la construire.
Je ne savais pas encore que cette certitude allait être mise à l'épreuve. Les premiers signes n'ont pas été violents. Ils n'ont pas été clairs non plus. Ils se sont installés doucement, presque naturellement, comme si c'était moi qui changeais, et non la façon dont on le regardait. C'est toujours ainsi que commence la dépossession. On ne vous arrache rien, on vous convainc que vous n'en avez plus vraiment besoin. Au début, il y a eu les remarques, des phrases lancées au détour d'une conversation, jamais appuyées, jamais assumées pleinement. Tu devrais te reposer davantage. Ce n'est peut-être plus de ton âge. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Des mots simples, presque bienveillants, mais qui revenaient trop souvent pour être anodins. Je répondais avec légèreté. Je souriais, je disais que j'allais bien, que je gérais, que je savais encore ce que je faisais. Et à chaque fois, je sentais un léger décalage, ou comme si ma réponse n'était pas vraiment prise en compte. Comme si elle était notée, puis mise de côté. Peu à peu, les décisions ont commencé à se prendre sans moi. Pas les grandes, pas tout de suite. Des détails. Un rendez-vous déjà fixé. Une démarche déjà commencée. Un choix présenté comme un fait accompli. On m'informait plus qu'on ne me consultait. Je me souviens d'un déjeuner où l'on parlait de mes papiers administratifs. Mon fils expliquait à sa compagne ce qu'il fallait faire pour moi, alors que j'étais assise à côté. Il parlait à la troisième personne. Elle hochait la tête. Personne ne s'est tourné vers moi pour demander mon avis. J'ai ressenti une gêne sourde, difficile à nommer. Comme si j'étais là sans l'être vraiment. Quand j'ai tenté d'intervenir, on m'a rassurée. On m'a dit que c'était pour m'éviter du stress, que je n'avais plus besoin de me charger de tout, que j'avais assez donné. Ces phrases-là m'ont troublée plus que les autres, parce qu'elles utilisaient mon passé pour justifier mon effacement présent. Il y a eu aussi les regards, ceux qui s'échangent au-dessus de votre tête, ceux qui disent ne t'inquiète pas, on gère. Je les voyais, je les ressentais, mais je n'osais pas toujours les confronter, par peur de paraître susceptible, par peur qu'on me dise que j'exagérais. Je continuais pourtant à vivre comme avant. Je sortais, je voyais mes amis, je faisais mes courses, je gérais mes comptes. Rien, dans ma réalité quotidienne, ne justifiait qu'on me traite comme une personne diminuée. Et pourtant, le doute commençait à s'insinuer. Lentement, insidieusement. À force de m'entendre dire que je pouvais oublier, j'ai commencé à vérifier 2 fois mes clés, à relire mes courriers, à douter de mes propres certitudes. C'est ainsi que l'on fragilise quelqu'un, en répétant qu'il est fragile. Il parlait souvent de mon âge, jamais de manière frontale. Toujours comme une évidence. À ton âge, c'est normal. À ton âge, on n'a plus envie de tout gérer. À ton âge, il faut penser différemment. Comme si l'âge était une frontière invisible que j'aurais franchie sans m'en rendre compte. Je me suis tue. Par dignité. Par fatigue aussi. Je ne voulais pas devenir celle qui proteste pour tout. Celle qui complique. Celle qui refuse l'aide. J'avais passé ma vie à être raisonnable. Je continuais. Mais le silence n'efface pas ce qui dérange. Il l'accumule. Un soir, seul chez moi, j'ai repensé à une phrase prononcée quelques jours plus tôt. Ce n'est plus vraiment de ton ressort. Cette phrase m'a glacée. Parce qu'elle disait exactement ce que je redoutais. Ce glissement progressif où l'on vous retire vos responsabilités sans jamais vous retirer officiellement vos droits. C'est ce soir-là que j'ai pris un carnet ordinaire, sans valeur particulière. J'ai commencé à écrire. Pas pour me plaindre. Pas pour me rassurer. Pour garder une trace. Les phrases exactes. Les situations. Les décisions prises sans moi. Je ne savais pas encore pourquoi je le faisais, mais je sentais que c'était nécessaire. Écrire m'a permis de voir clair, de comprendre que ce que je vivais n'était pas une suite de maladresses, mais un mouvement cohérent. Une manière de profiter de mon âge pour avancer sans résistance. Sans conflit, sans témoin. Je n'ai accusé personne. Je n'ai confronté personne. Je continuais à répondre poliment, à écouter, à hocher la tête. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Mon silence n'était plus une résignation. Il devenait une observation attentive. Je regardais mon fils autrement. Non plus seulement comme un enfant inquiet, mais comme un adulte qui franchissait une limite. Peut-être sans s'en rendre compte. Peut-être persuadé de bien faire, mais une limite, tout de même. Je n'avais pas encore de plan.
Je ne pensais pas encore à la justice, ni au recours possible. Mais je savais désormais une chose essentielle. Mon âge était devenu un prétexte. Et tant que je me contenterais de me taire, ce prétexte continuerait à justifier l'injustifiable. Ce n'étaient encore que les premiers signes, mais ils étaient suffisamment clairs pour m'alerter. Et dans ce calme trompeur, j'ai compris que si je voulais me protéger, il me faudrait d'abord cesser de douter de moi à même. La bascule ne s'est pas produite dans un éclat. Elle est arrivée par un détail administratif, une de ces choses qui semblent secondaires, jusqu'au moment où l'on comprend qu'elle décide de tout. C'est souvent ainsi que l'on comprend qu'on n'est plus seulement observé, mais déjà contourné. Ce jour-là, j'ai trouvé une enveloppe officielle dans ma boîte aux lettres. Ellie, blanche, frigide, avec mon nom imprimé proprement. Rien d'inhabituel, en apparence. Pourtant, en la tenant entre mes doigts, j'ai ressenti une résistance intérieure, comme si mon corps savait avant moi. Je suis rentrée. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. La même table où, quelques semaines plus tôt, on avait étalé des papiers devant moi en parlant à ma place. J'ai pris le temps de m'asseoir. J'ai respiré, puis j'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait un courrier d'un organisme administratif, suivi d'un relevé. Le ton était neutre, impersonnel. J'ai lu une première fois sans comprendre. Une deuxième fois, plus lentement. Et mon regard s'est arrêté sur une mention précise. Changement de coordonnées de contact. Le numéro indiqué n'était pas le mien. Il m'a fallu quelques secondes pour accepter ce que je voyais. J'ai cherché une erreur, un malentendu possible. Mais tout était clair, trop clair. Mon dossier avait été modifié. Les appels, les courriers, les notifications ne passeraient plus par moi. En bas de la page figurait une signature. Une signature qui ressemblait à la mienne, mais qui ne l'était pas vraiment. Les lettres étaient plus appuyées, moins fluides, comme une imitation maladroite. Mon cœur s'est serré. Ce n'était plus une impression, ce n'était plus une inquiétude vague. Quelqu'un avait agi à ma place. J'ai senti une chaleur monter en moi, suivie d'un calme étrange, un calme lucide, presque froid. Ce n'était pas de la colère. C'était une certitude. On avait franchi une ligne. J'ai appelé mon fils. Il a décroché rapidement. Sa voix était assurée, presque soulagée de m'entendre. Je lui ai demandé, sans détour, s'il avait demandé la modification de mes coordonnées. Il y a eu un silence. Bref, mais lourd. Pas un silence surpris, un silence calculé. Il a répondu que oui, que c'était plus simple ainsi, que je n'avais pas besoin d'être dérangé par ces choses-là, qu'il s'occupait de tout. Je lui ai demandé pourquoi je n'allais pas être consulté. Il a soupiré. Il a dit que je compliquais les choses, que je ne me rendais pas compte, que c'était temporaire, qu'il fallait bien que quelqu'un prenne la responsabilité. Responsabilité. Ce mot là aussi avait changé de sens. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas argumenté, j'ai simplement dit que je n'avais rien autorisé. Puis j'ai raccroché. En posant le téléphone, j'ai su que je ne pourrais plus revenir en arrière, parce que ce geste, ce changement administratif discret, disait tout. On n'aide pas quelqu'un en le privant de ses informations. On ne protège pas en supprimant la voix de l'autre. Je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir où se trouvait le carnet. Je l'ai posé devant moi. J'ai noté la date, le document reçu, la modification, l'appel, les réponses exactes. Chaque mot. Sans commentaire. Sans interprétation. Écrire m'a ancré. L'après-midi même, je me suis rendue sur place, sans prévenir personne. J'ai demandé des explications. On m'a confirmé qu'une demande avait bien été enregistrée récemment, qu'elle provenait d'un tiers, se présentant comme proche. Et donc, j'ai demandé si j'avais donné mon accord. Le conseiller a levé les yeux vers moi. Il m'a regardé attentivement. Puis il a dit non. Ce non-là a eu l'effet d'une libération silencieuse. J'ai demandé que toute modification future soit bloquée sans ma présence physique. J'ai exigé une confirmation écrite. J'ai récupéré les historiques. Personne n'a contesté. Personne n'a minimisé. Parce que là, il ne s'agissait plus de relations familiales, mais de droit. En sortant, j'ai marché longtemps. La ville continuait de vivre comme si rien ne s'était passé. Les gens parlaient, riaient, passaient. Et moi, je comprenais enfin.
Ils n'avaient pas seulement profité de mon âge pour m'influencer. Ils avaient tenté d'utiliser mon âge pour m'effacer. Ce jour-là, je n'ai plus cherché à comprendre leurs intentions. Qu'elles aient été protectrices ou intéressées n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était l'acte. Et l'acte était clair. Je me suis assise sur un banc. J'ai fermé les yeux un instant. Puis j'ai pris une décision intérieure, calme et définitive. Je n'allais plus tolérer que l'on décide pour moi. Je n'allais plus confondre aide et dépossession. Je n'allais plus me taire pour préserver une illusion de paix. La goutte d'eau avait débordé. Et ce qui avait commencé par des paroles douces venait de se transformer en une certitude nette. Si je voulais rester maîtresse de ma vie, il me faudrait désormais m'appuyer sur autre chose que la bonne volonté des autres. À partir de ce jour, mon silence changerait de nature. Il ne serait plus un effacement. Il deviendrait une préparation. Après ce jour-là, mes nuits ont cessé d'être paisibles. Je me couchais comme avant. Mais le sommeil ne venait plus. Ou alors il venait par fragments, léger, nerveux, comme s'il savait que quelque chose devait rester éveillé en moi. Dans le silence de l'appartement, je pensais. Pas de manière désordonnée, mais avec une lucidité nouvelle, presque sévère. Je repassais les scènes une à une, les phrases prononcées avec douceur, les sourires qui accompagnaient des décisions déjà prises, les silences que j'avais acceptés pour éviter les tensions. Tout s'alignait désormais avec une clarté qui ne laissait plus place au doute. Ce que j'avais pris pour de la sollicitude était devenu une mécanique. Lente, progressive, efficace. Je me suis interrogée sur ma propre responsabilité. Non pour me blâmer, mais pour comprendre. Pourquoi avais-je laissé faire? Pourquoi avais-je confondu calme et abdication? Si je me suis rendu compte que j'avais voulu rester une mère aimante, rassurante, facile. Je ne voulais pas devenir un poids, ni une source de conflit. J'avais accepté de m'effacer un peu, persuadée que cela préserverait l'essentiel. Mais l'essentiel n'avait pas été préservé. Il avait été déplacé. À force de me taire, j'avais permis que l'on parle à ma place. À force d'éviter les conflits, j'avais laissé s'installer une confusion dangereuse. Celle où l'on croit savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et cette confusion-là ne disparaît pas d'elle-même. Un matin, j'ai pris le carnet. Celui dans lequel j'avais noté les faits, presque machinalement au début. Je l'ai relu en entier. Les dates, les phrases exactes, les gestes administratifs. En le relisant, j'ai ressenti moins d'émotion, mais davantage de détermination. Le carnet n'était plus un refuge. Il devenait un outil. Je me suis rendu compte que ce que je vivais n'était pas une situation exceptionnelle. D'autres femmes de mon âge vivaient la même chose, souvent sans mettre de mots dessus. On leur parlait plus lentement. On décidait plus vite. On expliquait moins. On utilisait l'âge comme un raccourci, comme une preuve suffisante. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais elle m'a aussi redonné une force que je croyais affaiblie. J'ai compris que mon âge n'était pas un effacement progressif. C'était une étape. Et cette étape me donnait le droit, plus que jamais, de poser des limites claires. J'ai commencé à me renseigner, discrètement, sans alerter personne. Je lisais. Je posais des questions indirectes. Je cherchais à comprendre quels étaient mes droits exacts. Ce que la loi autorisait. Ce qu'elle interdisait. Ce qu'elle protégeait. Et à chaque réponse trouvée, quelque chose se redressait en moi. Je n'étais pas en situation de dépendance. Je n'étais pas incapable. Je n'avais donné aucune autorisation formelle. Tout ce qui avait été fait sans moi pouvait être remis en question. Cette certitude-là a changé ma manière de respirer. L'introspection ne portait pas seulement sur les faits, mais sur le sens. Pourquoi certaines personnes, même proches, supportent à elles si mal que les femmes âgées restent autonomes? Pourquoi l'on confond si souvent le soin avec le contrôle? Pourquoi la peur de perdre un rôle conduit parfois à nier la liberté de l'autre? Je me suis rappelé la femme que j'avais été. Celle qui décidait, qui gérait, qui assumait. Là, rien n'avait disparu. On m'avait simplement demandé de faire comme si. Un soir, j'ai écrit une phrase dans le carnet. Une seule. Simple. Claire. Je suis encore capable. Et tant que je le suis, personne ne décidera pour moi. Cette phrase n'était pas une déclaration de guerre. C'était un rappel. À moi, à même d'abord. Je n'avais pas besoin de convaincre. Je n'avais pas besoin de justifier. J'avais besoin d'agir avec méthode.
Je savais que la suite demanderait du calme, de la précision, du temps. Je ne voulais pas d'un affrontement émotionnel. Je voulais un cadre solide, posé, incontestable. Je voulais que la justice fasse ce que l'émotion ne pouvait pas faire. Remettre chacun à sa place. À partir de ce moment-là, mon silence a changé de nature. Il n'était plus une soumission. Il était une préparation. Je continuais à répondre poliment, à écouter, à observer, mais intérieurement, j'avançais. Je n'étais plus une femme qu'on pouvait déplacer avec des mots rassurants. J'étais redevenue une femme qui réfléchit, qui note, qui choisit. Une femme qui sait que la dignité ne se crie pas, mais se protège. La prise de conscience était complète, et avec elle venait une certitude calme. Ils avaient profité de mon âge. Mais désormais, je m'apprêtais à m'appuyer sur quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. La justice. Une fois la prise de conscience faite, je savais que je ne pouvais plus avancer à l'instinct. Il ne s'agissait pas de me défendre avec des émotions, mais avec de la méthode. Le calme devait devenir mon allié, et la précision, mon langage. Je n'avais aucune envie de confrontation frontale. Je voulais un cadre. Un socle que personne ne pourrait déplacer. J'ai pris rendez-vous avec un notaire. Pas celui que mon fils évoquait parfois, comme s'il allait de soi, que tout passerait par lui. Un autre, discret, recommandé par une connaissance qui savait écouter sans juger. Le jour du rendez-vous, je suis arrivée en avance. J'avais mon carnet dans mon sac. Rien d'autre. Quand je me suis assise en face de lui, j'ai parlé lentement. J'ai raconté les faits, dans l'ordre. Sans accusation, sans interprétation. Les décisions prises sans moi. Les changements administratifs. Les signatures qui n'étaient pas les miennes. Je lui ai montré le carnet. Les dates. Les phrases exactes. Les documents. Il m'a écouté jusqu'au bout, sans m'interrompre. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, et il a dit que j'avais bien fait de venir. Que ce que je décrivais n'était pas rare. Que l'âge est souvent utilisé comme un levier silencieux. Et surtout, que tant que je restais lucide, aucune décision durable ne pouvait être prise à ma place sans mon accord. Ces mots ont agi comme une confirmation intérieure. Je n'étais pas en retard. Je n'étais pas naïve. J'étais simplement arrivée à temps. Nous avons commencé à travailler. Pas contre mon fils. Pour moi. La première chose a été de sécuriser mes comptes. J'ai demandé que toute modification future nécessite ma présence physique, avec vérification d'identité. J'ai exigé des confirmations écrites. J'ai récupéré des historiques. Rien n'était spectaculaire, mais chaque étape refermait une porte. Ensuite, nous avons parlé des procurations. Le notaire m'a expliqué les risques, les abus possibles, les conséquences quand elles sont trop larges. J'ai refusé toute procuration générale. J'ai choisi des limites précises, encadrées, temporaires si nécessaire. Chaque mot a été pesé. Rien n'a été laissé au hasard. Puis il y a eu la question de mes volontés. Ce testament. Directives. Désignation claire. Pas par peur de mourir, mais par volonté de rester maîtresse de ce que j'avais construit. J'ai écrit ce que je voulais. Et surtout ce que je refusais. Le notaire me posait toujours la même question. Est-ce bien votre décision? Et chaque fois, je répondais oui sans hésiter. Je n'avais jamais autant senti le poids de mes choix. Et paradoxalement, je n'avais jamais été aussi légère. J'ai ensuite informé les organismes concernés. La banque. La mutuelle. Les services administratifs. Je n'ai pas raconté toute l'histoire. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement demandé que toute communication passe par A, car dis-moi, que rien ne soit modifié sans mon accord explicite. La loi suffisait à soutenir ces demandes. Pendant tout ce temps, je n'ai rien dit à mon fils. Pas par dissimulation. Par cohérence. Ce que je faisais ne concernait pas une négociation familiale. Cela concernait mes droits fondamentaux. Je ne cherchais pas à me défendre contre lui. Je me protégeais de ce qui avait déjà eu lieu. Je sentais pourtant qu'il percevait un changement. Ses appels étaient plus rares, son ton plus prudent. Il posait des questions au lieu d'affirmer. Il sentait que le terrain n'était plus le même s'il ne savait pas encore pourquoi. Un soir, en rentrant chez moi, après un dernier rendez-vous, j'ai posé tous les documents sur la table. Je les ai regardés longtemps. Ils ne représentaient ni une revanche, ni une rupture. Ils représentaient une structure.
une limite claire entre l'aide et l'emprise. Je les ai rangés dans une chemise simple. Puis j'ai ouvert le carnet, et j'ai écrit une phrase courte, presque austère. Cadre posé. À cet instant, j'ai compris que la justice n'est pas un cri, elle est un silence organisé. Une suite d'actes calmes qui rendent l'abus impossible. Elle ne fait pas de bruit, mais elle tient. Je n'avais encore affronté personne. Peut-être n'en aurais-je pas besoin. Le plus important était fait. J'avais repris la maîtrise de mes décisions, de mes informations, de mes choix. Ils avaient profité de mon âge pour avancer sans résistance. Mais ils n'avaient pas prévu que je transformerais ce même âge en lucidité. La préparation était terminée. Le cadre était en place. La confrontation n'a pas éclaté. Elle s'est révélée comme une vérité qui ne peut plus être contournée quand le décor a changé. J'avais posé le cadre, sans bruit, sans annonce, et c'est précisément ce silence-là qui a provoqué le basculement. Mon fils a compris avant même que je ne dise quoi que ce soit. Il l'a senti dans mes réponses plus courtes, dans mon refus tranquille d'accepter certaines propositions, dans cette manière nouvelle que j'avais de ne plus expliquer. Quand il parlait de démarche, je répondais que c'était réglé. Quand il évoquait des signatures, je disais que tout était déjà encadré. Je ne donnais aucun détail. Je constatais. Un soir, il est venu sans prévenir. Il avait ce regard inquiet que je connaissais bien, mais cette fois, il était mêlé d'une nervosité inhabituelle. Il s'est assis dans le salon, à regarder autour de lui, comme s'il cherchait un indice. Puis il a posé la question qu'il retenait depuis des semaines. Il a demandé si j'avais vu un notaire. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai proposé de s'asseoir correctement, de prendre un verre d'eau. J'ai pris mon temps. Pas par provocation, par maîtrise. Puis j'ai dit oui. Simplement oui. Son visage s'est fermé. Il a parlé de confiance, de famille. Il a dit que j'aurais dû lui en parler. Que cela le mettait à l'écart. Qu'il avait l'impression que je ne lui faisais plus confiance. Je l'ai écouté jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans me justifier. Et quand il s'est tu, je lui ai répondu calmement que la confiance n'autorise pas la dépossession. Que l'amour n'est pas une délégation automatique de pouvoir. Et que je n'avais rien fait contre lui. Il a tenté de minimiser. Il a parlé d'inquiétude, de peur de me voir seule, de responsabilité. Les mêmes mots, encore. Mais cette fois, il se heurtait à quelque chose de solide. Je lui ai expliqué, sans entrer dans les détails, que mes comptes étaient sécurisés, que mes informations me parvenaient directement, que mes décisions étaient consignées. Je n'ai pas brandi la loi, je l'ai laissé exister. Il a compris. Je l'ai vu à ce silence soudain, à cette manière qu'il avait de fixer ses mains. Il a compris que certaines portes s'étaient fermées. Non, pas contre lui, contre l'abus. Il a demandé si je lui reprochais quelque chose. J'ai répondu non, que je refusais simplement que mon âge serve de prétexte. Que je n'étais ni confuse, ni incapable. Que je restais ouverte, à l'aide, mais pas au contrôle. Et que ses limites n'étaient pas négociables. Il s'est levé. Il a fait quelques pas. Puis il a dit qu'il avait peur. Peur de ne plus être nécessaire. Peur de perdre sa place. Cette phrase-là a tout changé. Parce qu'elle disait enfin la vérité cachée derrière les bonnes intentions. Je lui ai répondu doucement qu'on n'a pas besoin d'être indispensable pour être aimé, que je ne m'éloignais pas de lui, que je me rapprochais simplement de moi à même. Il est parti sans colère, sans promesse non plus. La porte s'est refermée calmement. Et dans le silence qui a suivi, je n'ai ressenti ni triomphe, ni soulagement spectaculaire. Juste une stabilité nouvelle. Comme si quelque chose s'était enfin aligné. Les jours suivants, les conséquences se sont précisées. Les appels ont changé de ton. Les propositions sont devenues des questions. Les décisions ont cessé d'être annoncées. Rien n'était dit explicitement, mais tout était compris. La justice n'avait pas besoin de s'expliquer. Elle avait posé ses limites. Je n'ai pas cherché à réparer la relation immédiatement. Je n'en avais ni la force, ni l'envie. Je voulais d'abord respirer dans cet espace retrouvé. Je voulais vérifier que le cadre tenait. Ouais, et il tenait. Ce moment-là n'a pas été une victoire sur mon fils. Il a été une victoire sur la peur. La peur de déplaire. La peur de déranger. La peur de vieillir en disparaissant. J'avais cessé de me taire pour survivre.
J'avais appris à me taire pour me protéger. Ce que j'ai compris alors, c'est que la justice n'a pas besoin de grands discours. Elle agit quand on cesse de douter de soi. Quand on remplace l'émotion par la trace, la confusion par la structure, le silence subi par le silence choisi. Ils avaient profité de mon âge pour avancer. Ils ne pouvaient plus le faire. À partir de ce jour, je n'étais plus seulement une mère qu'on aidait. J'étais une femme debout, protégée par un cadre clair. Et ce cadre changeait tout. Après cette soirée à la, rien ne s'est effondré d'un coup. Il n'y a pas eu de rupture brutale, ni de scène dramatique. Les répercussions ont été plus subtiles, plus lentes, mais profondément transformatrices. Elles se sont glissées dans les silences, dans les gestes retenus, dans les mots qui n'étaient plus prononcés de la même manière. Mon fils a cessé d'appeler tous les jours. Au début, cela m'a surprise. Puis j'ai compris que ce recul n'était pas un abandon, mais une hésitation. Il cherchait sa place dans un paysage qu'il ne contrôlait plus. Quand il appelait, il demandait comment j'allais, sans enchaîner sur des conseils ou des recommandations. Sa voix était plus neutre, parfois maladroite. Il apprenait, lui aussi, à changer de posture. Dans le reste de la famille, les choses ont commencé à se déplacer. Des questions indirectes sont arrivées jusqu'à moi. On me demandait si tout allait bien, si je n'étais pas trop fatiguée, si je n'avais pas besoin d'aide. Ces questions n'étaient pas nouvelles, mais leur tonalité avait changé. Elles n'étaient plus chargées d'une certitude tranquille. Elles cherchaient une réponse réelle. Je répondais simplement que tout allait bien, que je gérais, que j'avais pris mes dispositions. Je ne donnais pas de détails. Je n'avais rien à justifier. Ce silence alla, posé, assumé, déstabilisait davantage que n'importe quelle explication. Il y a eu aussi des tentatives de réajustement, des phrases lancées comme pour tester le terrain. Tu sais, on a toujours voulu ton bien. Tu devrais nous faire confiance. Je reconnaissais ces phrases immédiatement. Elles n'avaient plus la même prise sur moi. Je répondais calmement que je faisais confiance à ce qui était clair, écrit, encadré. Et la conversation s'arrêtait là. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont certains proches ont commencé à me regarder autrement. Comme si, soudain, ils se souvenaient que j'avais toujours été capable. Que je n'étais pas devenue une autre personne en vieillissant. Une cousine m'a dit un jour que j'avais l'air plus sereine. Je ne lui ai pas répondu. Mais j'ai senti que c'était vrai. Dans mon quotidien, les changements étaient concrets. Je recevais à nouveau tous mes courriers. Je prenais mes rendez-vous moi-même. Je décidais sans consulter. Ces gestes simples, qui avaient été progressivement grignotés, reprenaient leur place naturelle. Et avec eux revenait une sensation oubliée, celle d'être entière. Je continuais à tenir le carnet, mais différemment. Il n'était plus rempli chaque jour. Les pages restaient blanches plus longtemps. Cela signifiait que le cadre fonctionnait. Que je n'avais plus besoin de me défendre en permanence. Le danger immédiat était passé. Avec mon fils, la relation entrait dans une zone incertaine. Ni rupture, ni retour à l'avant. Il y avait parfois des silences lourds, des conversations écourtées. Je sentais chez lui une frustration, peut-être une blessure. J'acceptais cela sans m'en charger. Ce n'était plus à moi de réparer ce qui avait été abîmé par une confusion des rôles. Je me suis aussi surprise à ressentir une forme de tristesse. Pas celle de la perte, mais celle du constat. Comprendre que l'amour peut parfois se déformer, se transformer en contrôle quand il se nourrit de peur. Cette tristesse-là, je l'ai accueillie sans la repousser. Elle faisait partie du chemin. Mais au-delà de cette mélancolie, quelque chose de solide s'installait. Une stabilité nouvelle. Je n'étais plus sur mes gardes. Je n'anticipais plus chaque parole. Je ne cherchais plus à deviner ce que l'on attendait de moi. Je vivais. Les répercussions de ce que j'avais fait n'étaient pas spectaculaires. Elles n'étaient pas visibles de l'extérieur. Mais à l'intérieur, elles redessinaient tout. Elles me rendaient mon espace, mon temps, mon souffle. Je comprenais alors que se défendre ne consiste pas seulement à empêcher un abus. Cela consiste à accepter que certaines relations changent, que certaines habitudes disparaissent. Que la paix ne se construit pas toujours dans le consensus, mais parfois dans la clarté. Ils avaient profité de mon âge en pensant que je finirais par céder. Ils n'avaient pas prévu que je choisirais de rester. Les répercussions étaient là. Calmes, profondes, irréversibles. Et pour la première fois depuis longtemps, elles me protégeaient.
Avec le temps, une autre manière de vivre s'est installée. Pas brusquement, pas comme une renaissance spectaculaire, mais comme un retour progressif à quelque chose que je connaissais déjà et que j'avais laissé s'éloigner sans m'en rendre compte. Une liberté simple, discrète, quotidienne. Je n'avais plus cette sensation de vigilance constante. Plus besoin d'anticiper les appels, de préparer mes réponses, de justifier mes décisions. Le téléphone pouvait rester silencieux sans que cela m'angoisse. Et quand il sonnait, je répondais par choix, non par réflexe. Ce changement-là, aussi banal qu'il puisse paraître, a profondément modifié mes journées. J'ai recommencé à faire des choses pour moi, sans explication. Sortir quand j'en avais envie. Accepter une invitation sans consulter personne. Refuser sans m'excuser. Dire oui sans craindre une interprétation. Là où était chaque décision reprenait sa place naturelle, sans être soumise à un regard extérieur. Je me suis rendu compte que j'avais longtemps vécu avec une forme de retenue intérieure, comme si je devais rester prudente, mesurée, raisonnable, au sens étroit du terme. Désormais, cette retenue se dissolvait. Pas pour laisser place à l'imprudence, mais à la confiance en moi. Une confiance ancienne, retrouvée. J'ai repris contact avec des amies que j'avais vues moins souvent. Certaines avaient perçu mon éloignement sans l'interpréter. Elles m'ont accueilli sans question. Autour d'un café, d'une promenade, d'un déjeuner improvisé, je retrouvais une parole libre. Pas celle qui explique, mais celle qui partage. Dans ces moments-là, je mesurais l'étendue de ce que j'avais failli perdre. Pas seulement des droits ou des décisions, mais une manière d'être au monde. Être reconnu comme une personne entière, pas comme un âge à gérer. Avec mon fils, la relation restait fragile. Plus distante, plus silencieuse. Il y avait parfois des maladresses, des tentatives de rapprochement timides. Je les accueillais sans les analyser excessivement. Je n'attendais plus qu'ils comprennent tout. J'attendais seulement qu'ils respectent. Et ils respectaient. Peut-être par prudence, peut-être par apprentissage. Peu importait. Les limites tenaient. Le cadre fonctionnait. La loi, silencieuse, continuait de faire son travail. Je me suis surprise à penser à l'avenir avec plus de légèreté. Pas de grands projets, pas de bouleversements, juste la possibilité de choisir. Peut-être un voyage, peut-être un déménagement plus tard. Peut-être rien de tout cela. L'essentiel était ailleurs. Savoir que ces décisions m'appartiendraient jusqu'au bout. Un après-midi, en rangeant des papiers, je suis retombée sur la chemise où j'avais classé les documents juridiques. Ah bon? Je les ai relus calmement. Ils ne me faisaient plus peur. Ils n'étaient plus associés à une menace ou à un conflit. Ils étaient devenus ce qu'ils avaient toujours été, une protection. Je les ai rangés sans appréhension. Je n'avais plus besoin de les consulter souvent. Leur simple existence suffisait. Le cadre était intégré, accepté, respecté. Je marchais plus. Je respirais différemment. Je dormais mieux. Ces changements-là ne se mesurent pas, mais ils se ressentent. Ils disent qu'un poids invisible s'est levé. Que le corps lui-même a compris qu'il n'était plus en danger. Il y avait encore parfois de la mélancolie, des souvenirs qui remontaient, des images d'un temps où la relation était plus simple, plus évidente. Je ne les rejetais pas. Je les regardais avec tendresse, sans leur permettre de dicter le présent. Je comprenais désormais que reprendre sa liberté ne signifie pas effacer ce qui a été. Cela signifie lui donner une juste place, ni trop lourde, ni trop envahissante. Ce que j'avais retrouvé, ce n'était pas seulement une autonomie administrative ou juridique. C'était une cohérence intérieure, une manière d'habiter mon âge sans m'excuser, d'assumer mes choix, sans me défendre. Ils avaient profité de mon âge en pensant que cela suffirait à me faire céder. Ils n'avaient pas compris que cet âge-là m'avait aussi appris à reconnaître ce qui est juste. Aujourd'hui, je vis dans un espace redevenu mien, sans éclat, sans revanche, mais avec une paix solide, construite pas à pas, décision après décision. La liberté n'est pas un cri, c'est une continuité. Et cette continuité, désormais, m'appartenait pleinement. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin, je ne ressens ni colère, ni désir de revanche. Ce qui demeure, c'est une clarté tranquille. Une compréhension profonde de ce qui s'est joué et de ce que j'ai choisi de ne plus accepter. Le passé n'est plus une plaie ouverte. Il est devenu un point d'appui.
Je me souviens de la femme que j'étais au début de cette histoire. Celle qui cherchait à comprendre, à apaiser, à ne pas déranger. Celle qui confondait encore l'amour avec l'effacement, la patience avec la soumission. Je ne la juge pas. Elle faisait de son mieux avec ce qu'elle croyait juste. Elle voulait préserver les liens, coûte que coûte. Mais préserver les liens ne signifie pas disparaître. J'ai appris cela lentement, en observant, en notant, en vérifiant, en demandant conseil sans me livrer entièrement. J'ai appris que le silence peut être dangereux, quand il sert à étouffer, mais qu'il peut devenir une force quand il sert à structurer. Tout dépend de ce qu'on en fait. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Je n'ai pas humilié mon fils, ni cherché à le faire payer. Je n'ai pas dressé de mur définitif. J'ai posé une limite. Une limite claire, légale, calme. Et cette limite a suffi à rétablir l'équilibre. Il y a eu un prix à payer, une distance nouvelle, des silences parfois lourds, une relation transformée, moins fusionnelle, plus prudente. J'ai accepté cela, parce que je sais désormais qu'une relation qui exige l'abandon de soi n'est pas un refuge, mais une contrainte. Je pense souvent à celles et ceux qui vivent ce que j'ai vécu sans savoir le nommer, à qui l'on dit que c'est pour leur bien, qu'il faut se laisser aider, qu'il est normal de ne plus décider. Je pense à ces femmes âgées à qui l'on retire peu à peu leurs clés, leurs papiers, leur voix, sous couvert de protection. À elles, je voudrais dire ceci. Notez ce qui se passe. Écrivez les faits, les dates, les mots exacts. Ne vous fiez pas seulement à ce que vous ressentez, même si votre ressenti est juste. Donnez à lui une forme. La clarté protège. La précision empêche le déni. Je voudrais aussi leur dire que la loi n'est pas une ennemie. Elle n'est pas froide, ni distante. Elle est là pour poser un cadre, quand l'affect brouille tout. Elle ne remplace pas l'amour, mais elle empêche qu'il se transforme en domination. Elle ne coupe pas les liens, elle empêche qu'ils étranglent. Vieillir ne signifie pas renoncer à soi. Vieillir, c'est parfois apprendre à se défendre autrement. Plus calmement. Plus fermement. Avec des outils que l'on n'avait jamais imaginé devoir utiliser contre ses propres proches. Aujourd'hui, je vis à mon rythme. Je choisis ce que je partage et ce que je garde pour moi. Je ne me justifie plus. Je ne m'excuse plus d'être lente ou prudente. Je ne me laisse plus réduire à un âge. Mon âge est une histoire, pas une condamnation. Mais quand je ferme les volets le soir, je ressens une paix discrète. Pas celle qui vient de l'oubli, mais celle qui naît de la cohérence. Mes décisions sont alignées avec ce que je suis. Je ne triche plus avec moi à même pour préserver une apparence d'harmonie. Si cette histoire devait laisser une trace, j'aimerais qu'elle soit simple, qu'elle rappelle que la dignité ne se défend pas toujours en parlant plus fort, qu'elle se protège souvent en écrivant, en encadrant, en attendant le bon moment. Mon silence n'a pas été une fuite. Il a été un choix de rester entière, un choix de ne pas me laisser définir par le regard des autres, un choix de m'appuyer sur ce qui est juste, plutôt que sur ce qui est confortable. Ils ont profité de mon âge en pensant que je finirais par céder. Ouais, ils se sont trompés. Parce qu'au bout de ce chemin, j'ai compris une chose essentielle, que je garde désormais comme une boussole intérieure et que je transmets à celles et ceux qui doutent encore. Le silence peut aussi être une forme de justice.